Déjà, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne. Je vais déjà faire une petite introduction avec votre présentation et vous me reprendrez s'il y a des éléments qui sont faux. Donc, vous êtes Bruno Falissard, mathématicien et psychiatre et également universitaire. Et vous êtes directeur du CESP INSERM au Centre de recherche en épidémiologie et en santé des populations. Et également, ça fait beaucoup, président de la Société française en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et vous avez votre chaîne YouTube que je mettrai en barre d'informations, puisque c'est là où vous vous êtes trouvés. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la psychanalyse et plus particulièrement des aspects théoriques et cliniques et la création notamment des aspects théoriques. Donc je vais essayer de définir succinctement la psychanalyse, même si ce n'est pas une mince affaire. Donc la psychanalyse est une discipline qui a été instaurée par Freud en 1922 et j'ai repris la définition de Laplanche et Pontalis, vu que c'est les références dans le milieu, dans le vocabulaire de la psychanalyse qui a été écrit en 1967. Et ce sont des éléments que j'ai vu que vous avez aussi repris dans votre conférence. Donc déjà, ils définissent la psychanalyse en 3 points selon les textes de Freud. Le premier point, c'est un procédé pour l'investigation des processus mentaux à peu près inaccessibles autrement. Donc, on suppute qu'il parle de l'inconscient, mais ce n'est pas certain. Mais bon, c'est ce qu'on imagine. Une méthode fondée sur cette investigation pour le traitement des désordres névrotiques. Donc là, c'est plus par rapport à l'aspect clinique. Et troisièmement, une série de conceptions psychologiques acquises par ce moyen et qui s'accroissent ensemble pour former progressivement une nouvelle discipline scientifique. Donc ces 3 points m'ont semblé extrêmement vagues. Néanmoins, je n'ai pas trouvé de définition plus claire et précise. Et j'ajouterais que quand même un point central de la psychanalyse, c'est l'omniprésence de la question de l'inconscient, tant dans les aspects théoriques que cliniques, dans la cure analytique et dans les conceptions, la création théorique. Et je me suis demandé, est-ce que cet aspect flou et vaste définitionnel, ce ne serait pas lié à une difficulté de trouver une unité dans la création théorique psychanalytique? Est-ce qu'il y aurait réellement une méthodologie qui serait identifiable dans les créations théoriques? Bon, alors oui et non. D'abord, oui, d'abord aujourd'hui, je pense qu'il faut dire qu'il y a des psychanalyses, il n'y a pas la psychanalyse, et ça depuis le début, à la fois comme théorie et surtout comme soin apporté aux patients. Et après, oui, quand même, il y a quelque chose de dur derrière la psychanalyse, quand même. La notion d'inconscient, et je rajouterais même surtout de refoulement, parce que l'inconscient, en fait, c'est un peu bateau. S'il y a inconscient, il y a conscient. Et d'ailleurs, comme Freud le dit, et même comme les philosophes le disent, bah, qu'est-ce que la conscience? D'ailleurs, dans l'abrégé de psychanalyse, il dit, hein, on va définir l'inconscient, le préconscient. Le conscient, je ne le définis pas parce que tout le monde sait ce que ça veut dire. On est conscient de quelque chose. Et quand on regarde les philosophes, hein, c'est Locke qui a créé le terme, d'ailleurs, mais c'est un anglais. Or, en anglais, il y a awareness et consciousness, déjà, qui ne disent pas exactement la même chose. Et c'est vrai qu'on est bien d'accord que les sujets humains ont conscience de quelque chose, que c'est difficile à définir. On dit que ça accompagne la pensée. Et que quand cette conscience essaie de se capturer elle-même, ben, elle est en difficulté et tout le monde est à peu près d'accord en considérant qu'on vit ça, nous, humains, donc nous avons une conscience. Elle est un peu vertigineuse quand elle s'approche de soi-même. Et puis voilà. Alors, dans la vie, il n'y a pas que la conscience. Et même dans la vie de tous les jours, on fait des choses qui ne sont pas conscientes. On ouvre une porte, par exemple, on n'a pas vraiment conscience de tendre la main et de tourner la poignée de porte. Et les cognitivistes le reconnaissent depuis longtemps. Et il y a des tâches de psychologie cognitive qui abordent l'inconscient. Et ça pose de problème à personne. Par exemple,
euh, les, euh, les images subliminales. Hein, c'est une banalité de dire que les images subliminales interfèrent avec notre fonctionnement psychique. Or, elles sont inconscientes, elles sont trop rapides pour être vues consciemment. Voilà, donc il y a un inconscient. Alors après, quand même, l'inconscient de la psychanalyse, il est particulier. Si je comprends bien, il est lié au fait que dans la vie, on refoule des choses. Alors là, dès qu'on dit ça, c'est là qu'il commence à y avoir des tensions. Les cognitivistes vont dire: ah ben oui, mais est-ce que c'est prouvé qu'on refoule, etc. Mais enfin bon, c'est juste évident. Enfin, c'est quand même. Là aussi, c'est un reproche qu'on fait à la psychanalyse. Ah mais oui, mais c'est pas prouvé ce que vous dites. Enfin, on va pas. Je comprends que les psychanalystes disent: on va pas prouver des trucs qui sont évidents. Donc, restons simples. Il y a le conscient. La conscience, c'est une évidence humaine. Tout n'est pas conscient, c'est aussi une évidence humaine. Alors après, l'inconscient freudien, je vais juste vous donner un exemple extrêmement concret de la vie de tous les jours. Regardez comment des chiens, vous prenez votre chien et vous rencontrez quelqu'un d'autre qui a un chien aussi, que vont faire les deux chiens? Eh bien, ils vont se sentir le derrière. C'est ce qui se passe le plus souvent. Eh bien, figurez-vous que quand deux êtres humains se rencontrent, eh bien, en fait, ils ne vont pas se sentir le derrière, mais quelque part en eux, il y a ça. Voilà, il y a cette animalité liée au fait que je rencontre un humain, il a le même sexe, il n'a pas le même sexe, il est quoi, etc. Il a un corps, il a des odeurs, etc. Et en nous, il y a cette animalité et le fait qu'on s'intéresse à l'autre, pas seulement comme un sujet parlant, pensant, etc., aussi comme un corps. Le problème, c'est que si les êtres humains commencent à se sentir le derrière quand ils se rencontrent comme les chiens, la société ne vit plus. Et donc, du coup, on refoule. Voilà. On refoule, et quand on rencontre quelqu'un, on refoule tout ce qui est du registre des pulsions animales, sexuelles, etc., liées à cette rencontre. C'est nécessaire à la vie en société. C'est tout. C'est tout. Alors, par moment, ces refoulements, c'est compliqué. C'est-à-dire, à force de refouler, l'appareil psychique, c'est-à-dire le cerveau, hein, il a du mal à gérer tout ça en parallèle. Et par moment, ça ressort. Ça s'appelle le retour du refoulé, ça s'appelle des symptômes, ça s'appelle, voilà. Et la psychanalyse, ça travaille juste avec ça. C'est tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'utiliser des concepts. Alors vous me direz: ah ouais, mais quand même, là, vous y allez fort. Qu'est-ce qui vous prouve que quand deux êtres humains se rencontrent, ils ont envie de faire comme des chiens, de se sentir le derrière? Alors là, je vais dire: voilà, ça c'est le cœur du sujet. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Juste ça. Quand vous rencontrez quelqu'un, et c'est là que je trouve que la psychanalyse nous impose de réfléchir sur ce que nous sommes vraiment. Quand nous rencontrons quelqu'un, est-ce que vraiment c'est une rencontre pure? Voilà, on se serre la main, on se dit bonjour, comment allez-vous, etc. Est-ce qu'il n'y a que ça dans une rencontre? Non, mais je pense qu'aucun courant de psychologie dirait qu'il est peut-être à part les comportementalistes, et encore, ce serait trop les simplifier. Oui. Mais je pense que l'autre écueil dans lequel on pourrait tomber, c'est de tout résumer, tout ce qui est peut-être refoulé, à des dimensions pulsionnelles comme le fait la psychanalyse, alors qu'on pourrait se dire qu'il y a des éléments qui sont juste pas nécessaires à notre conscience sans être de l'ordre de la pulsionnalité sexuelle, et Ok, donc qui n'accèdent pas à la conscience. ok. Alors, ok. Mais par exemple, bien sûr, le taux d'hormones thyroïdes qu'on a dans le sang, il n'est pas régulé consciemment. Donc, il y a plein de choses chez un humain qui est régulé de façon inconsciente. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est évident, mais c'est trivial, ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'on refoule et qui, dans notre vie en société et même dans notre vie personnelle, va nous interpeller. C'est ça qui est vraiment, et qui peut éventuellement faire symptôme, et qui, du coup, va pouvoir demander un soin. C'est bien ça que, c'est bien Ah oui, là. oui, donc justement, je veux parler d'éléments qui peuvent être importants dans la vie quotidienne et pas du règlement Eh ben ouais, thyroïdien. Ouais. alors, moi, je suis d'accord, mais alors, quels sont-ils? Et justement, je pense que la charge de la preuve n'est pas du côté de la personne qui dit que peut-être
tout n'est pas de la pulsion sexuelle. Ce serait plutôt les personnes qui diraient que tout est de la pulsion sexuelle. Il faudrait peut-être le prouver. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, encore une fois, je me positionne comme un humain curieux de l'humanité. Je constate que je refoule des choses. Et je me dis, mais qu'est-ce que je refoule? Je me dis, je refoule des choses liées. Alors, je ne dis pas qu'avec la sexualité, mais avec moi en tant qu'animal. Et dans l'animal, il y a de la sexualité. D'ailleurs, regarder des animaux entre eux, la sexualité, ça joue beaucoup chez les mammifères. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'animalité, les odeurs, etc., le corps, un corps qui n'est pas beau, etc., un corps qui est beau. Ce n'est pas forcément de la sexualité, c'est de l'animalité. Donc, je refoule ça. Et dans nos sociétés, en particulier occidentales, on refoule beaucoup le fait qu'on soit des animaux. Et qu'est-ce qu'on refoule d'autre? Oui, il y a éventuellement des choses, mais moi, j'en vois pas beaucoup plus que ça. Mais c'est juste ça. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis juste, et je ne dis pas que la psychanalyse a raison. Je dis que quand je lis les textes psychanalytiques, effectivement, je retrouve ce que moi, humain, j'expérimente dans ma vie, dans mes relations avec les autres. Mais c'est sûr que si on parle de la phrase « qu'est-ce que je refoule », rien que le mot « refouler » a la signification de la psychanalyse. Donc, nécessairement, dans ce mot-là, il y a l'aspect du désir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est quand même la psychanalyse qui a démocratisé ce terme-là. Ah oui, bien sûr. Mais si on veut être lucide par rapport à la psychanalyse, il faut se déconstruire par rapport à la psychanalyse. Il faut se déconstruire de ce conditionnement qui est qu'il y a des mots, il y a le surmoi, il y a etc., tout ce jargon qui est devenu ultra populaire et dont on ne se défait pas. Essayons de regarder les choses avec le moins d'a priori possible. C'est comme ça qu'en fait la psychanalyse renaît. C'est que, oui, je refoule les choses, et oublions que ce soit le refoulement tel que Freud l'a vu. Oui, je refoule, mais qu'est-ce que je refoule? Je refoule des choses liées en partie avec l'animalité, la sexualité, etc. Et peut-être autre chose. Et d'ailleurs, peut-être que Freud, à son époque, les gens refoulaient pas de la même façon que maintenant. Parce qu'on ne refoule pas de la même façon dans une société, dans une autre, à une époque et à une autre époque. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ce que écrit Freud quand il l'écrit, peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses aujourd'hui. Mais d'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas, parce que vous avez l'air d'être dans une position de déconstruction de certains éléments de la psychanalyse, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque d'y avoir deux destinées différentes à la psychanalyse entre les personnes très orthodoxes, on va dire, sur les principes freudiens, et qui risquent d'être en dissonance avec leur temps, et les personnes qui sont plus dans la prise en compte d'un certain nombre d'éléments contemporains, mais qui risquent de générer plein de sous-chapelles parce que justement, il y a cette difficulté de trouver l'unité théorique. Oui, bon, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, pour le dire vite, oui, vous avez raison, il y a une orthodoxie psychanalytique qui porte tort à la psychanalyse, mais qui se comprend. C'est que si vous êtes soignant, vous êtes obligé d'avoir une vision de vos patients un peu stable dans le temps parce que ça vous sécurise en tant que thérapeute. Et donc, du coup, vous avez des thérapeutes cognitivo-comportementalistes pour qui le modèle de l'humain est comme ça, et ça paraît un peu rigide, mais ça les aide à être des soignants. Et c'est pareil pour les psychanalystes, ils ont une vision rigide du sujet humain que je leur reproche et que beaucoup de gens leur reprochent. Mais il faut comprendre que c'est un outil qui leur permet d'affronter la souffrance psychique. Voilà. Et je le respecte. En tant que clinicien, je le respecte. En tant que théoricien, ça me dérange. Alors après, oui, vous avez raison. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a des psychanalyses et on a des théories psychanalytiques. Regardez entre Lacan, Winnicott, Mélanie Klein, Freud, ils disent pas tous la même chose. Alors, est-ce que c'est gênant? Un peu, c'est vrai, c'est déstabilisant en particulier pour un jeune collègue qui commence et qui se dit mais c'est quoi ce bazar? Ils disent pas la même chose, s'ils disent pas la même chose, alors c'est n'importe quoi. D'un autre côté, là aussi, soyons lucides, le psychisme humain, c'est super compliqué. Personne n'a la prétention de pouvoir dire qu'il a tout compris dans le psychisme humain aujourd'hui. Eh bien, c'est encore le Far West.
Voilà. Et donc, vous avez des gens qui explorent dans des directions, dans plein d'autres directions, et ils construisent des théories qui marchent un peu dans certaines directions et pas dans d'autres. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et mais là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut qu'aucun de ces chercheurs, aucun de ces psychologues n'ait la prétention d'avoir tout compris dans le psychisme humain. Voilà. Personne ne peut prétendre ça. Néanmoins, tous disent des choses que moi je trouve pertinentes, qu'ils soient lacaniens, qu'ils soient freudiens, qu'ils soient jungiens, qu'ils soient neuroscientifiques, en tout cas psychologues des cognitions, parce que les neurosciences, c'est encore autre chose. Donc voilà, et puis c'est tout. Mais vous piochez, si j'ai bien compris, dans différentes théories, même psychanalytiques. Mais est-ce que vous considérez qu'il ne faut pas qu'il y ait un certain pourcentage dans la théorie qui soit Oui. assez juste pour qu'on puisse s'intéresser à la théorie? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, et là, je vais peut-être reprocher aux psychanalystes de ne pas avoir fait ce travail de plus petit dénominateur commun qui serait incontestable. D'ailleurs, il y en a, et je connais des doctorantes en particulier que j'ai en tête qui ont l'intention de faire ça, parce qu'en fait, il y a plein de travaux scientifiques qui étayent certains pans de la psychanalyse. Ne serait-ce que, aujourd'hui c'est une évidence, les violences sexuelles faites aux enfants, ça les détruit, et ça les détruit même y compris quand ils seront adultes. Qui va dire quelque chose contre ça? Personne. Il y a des données biologiques, épidémiologiques qui l'affirment. Et c'est juste quand même ce que dit Freud avant tout au début. Il dit j'observe des gens qui vont pas bien. Et pourquoi ils vont pas bien? Parce qu'il s'est passé quelque chose lié à leur sexualité quand ils étaient enfants. Enfin, c'est ce que je dis. Mais après, il a abandonné la neurotica et donc c'était la question des fantasmes. Vous compliquez tout. Revenons à un noyau simple. Ça, c'est un noyau simple. Et quand même, dans toute thérapie psychanalytique, il y a ça. Il y a, finalement, quand on reconstruit ou qu'on déconstruit votre histoire de vie, à l'origine, il y a des choses qui se sont passées et qui parfois ont été traumatisantes et qui parfois ont été en lien avec des fantasmes ou des réalités d'abus sexuels. C'est ce que je dis là, c'est juste ce que tous les psychanalystes disent. Et aujourd'hui, la science se démontre que c'est vrai. D'ailleurs, la société s'en empare avec la question des incestes, des abus sexuels, etc., etc. On entend ça dans les médias tous les jours. Donc vous voyez, là, il y a un noyau qui fait que la psychanalyse dit quelque chose de vrai. Voilà. Alors après, il y a d'autres points. Alors, je parlais du refoulement. Oui, je pense que, et ça, on peut l'aborder avec des expériences de thérapie, des expériences de psychologie cognitive. Par exemple, vous voyez le complexe d'Oedipe, qui est une tarte à la crème de la psychanalyse. Alors c'est vrai que ce n'est pas prouvé expérimentalement, mais pourtant on pourrait faire une expérience pour le prouver. On pourrait, je vais le faire avec vous pour vous taquiner, mais je vais vous dire, vous allez prendre une photo de votre père quand il avait 20-30 ans et qu'il était en maillot de bain à la plage, et puis des photos d'hommes à peu près du même âge, et un même type de photo. Et puis on va les faire passer en images subliminales sur un écran d'ordinateur, et puis juste après on va mettre des photos d'hommes, et on va vous demander avec un nombre de 1 à 10, est-ce que cet individu est attirant pour vous? Eh bien, je fais l'hypothèse que s'il y a eu une photo subliminale, soit de votre père, soit d'un contrôle, vous n'allez pas en moyenne avoir la même opinion sur les photos qui vont être présentées après. Voilà, vous voyez, c'est une expérience de psychologie cognitive qui permet de réfuter un concept psychanalytique. Et le problème, c'est que personne ne fait ça parce que les psychanalystes s'en foutent, pas tous, mais la plupart, et les cognitivistes trouvent ça barge de faire l'expérience. Et donc, du coup, on n'avance pas. Et c'est de la faute de tout le monde. Et justement, ça nous amène aux critères de réfutabilité de Popper. Et du fait que je vais déjà présenter rapidement le critère pour les personnes qui ne connaissent pas, mais selon Popper, une hypothèse, elle est dite réfutable si elle peut être logiquement contredite par un test empirique, comme vous venez de le démontrer. Et donc, un exemple d'hypothèse réfutable, ce serait par exemple, il ne pleut jamais le jeudi. Voilà, ça c'est une hypothèse réfutable. S'il pleut jeudi, ça veut dire que l'hypothèse est fausse. Et si je dis soit il pleut, soit il ne pleut pas, là c'est une tautologie logique et donc il n'y a pas
une forme de traçage des contours de la théorie. Oui. Et justement, j'ai l'impression que le critère de Popper est beaucoup avancé pour critiquer la psychanalyse, alors qu'il y a énormément de points avec nos capacités actuelles de recherche et nos outils qui sont testables, mais juste la psychanalyse ne le fait pas. Donc, est-ce que vous sauriez pourquoi la psychanalyse rejette autant le fait de tester ces hypothèses? Alors d'abord, tous ne le font pas, tous ne le rejettent pas. Il y a des psychanalystes qui font des expériences pour réfuter des hypothèses. Je pense par exemple aux collègues de Nancy, Ariane Bazin, je pense à Thomas Rabeyron. Il y a tout un courant de psychanalystes qui publient des papiers dans des revues internationales à comité de lecture et qui testent des hypothèses psychanalytiques et pour lesquelles ça marche. Donc, il ne faut pas dire que ça ne marche pas, qu'ils ne le font pas, c'est pas vrai. Alors après, là où je suis d'accord avec vous, ils ne le font pas assez et ils le font trop récemment. Pendant longtemps, ils ne l'ont pas fait. Alors, Et puis, est-ce qu'ils le prennent en compte aussi? pardon? Parce que tester ces hypothèses, c'est une chose, mais après, réadapter sa manière clinique d'agir et la théorie, c'est Oui, autre alors chose. là aussi, vous allez trop vite. Mais c'est normal que vous vouliez que ça bouge et que vous voulez. Non, il faut d'abord. La science, c'est lent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les psychanalystes n'ont pas fait de science. C'est qu'ils allaient trop vite. Freud, qui était un scientifique, hein, c'est incontestable, c'est quelqu'un qui a une pensée scientifique, ça se voit quand il écrit. Et puis d'ailleurs, il était au début, il a voulu faire une thèse de science sur le sexe des anguilles, etc. C'était de la biologie. Mais il avançait tellement vite, en 30, 40 ans, hein, il découvrait tellement de choses que jamais il n'aurait pu étayer tout ce qu'il trouvait par des expériences. C'est juste matériellement impossible. Et d'ailleurs, ça se passe toujours comme ça quand on commence à découvrir quelque chose. D'abord, on va vite, on écrit, on dit, ben voilà, je pense qu'il y a ça, etc., etc. Et puis après, on s'arrête et on dit, ben là-dedans, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester ça. Et ça, ben, va falloir 5 ans. C'est qu'il faut trouver de l'argent, il faut écrire un protocole, il faut un comité d'éthique, il faut faire les expériences, il faut les analyser, il faut écrire des articles. 5 ans. Dès que je me pose une question, il faut 5 ans pour répondre à la question. Et en psychanalyse, il y a des milliers, des milliers, des milliers de questions comme ça. Si on veut toutes les aborder scientifiquement, mais il faut une quantité d'argent colossale, il faut des milliers, des dizaines de milliers de chercheurs. Et Mais je donc, pense que c'est ce qui fait en partie l'avantage de la psychanalyse, c'est justement cette liberté de création théorique qui est très rapide, mais c'est aussi ce qui est dangereux, c'est d'avoir des bases qui n'ont peut-être pas assez été étayées par des expériences, et après de s'enfoncer encore plus loin dans les erreurs théoriques. Oui, vous avez complètement raison. Je suis d'accord avec vous, et c'est le cas. La psychanalyse a été trop vite et n'a pas assuré ses bases quand elle se construisait. Parce qu'au début du temps de Freud, moi c'est logique, moi j'en veux pas à Freud. Il construit son truc, il découvre des choses, il en découvre plein et est-ce qu'il aurait pu faire quelques manips quand même? Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas les outils pour le faire. Voilà, donc moi je ne lui en veux pas, j'en veux à ses successeurs. Alors, pourquoi ses successeurs n'ont pas fait ce travail? D'abord parce que beaucoup étaient des thérapeutes et ils n'en voyaient pas l'importance. Ils disaient, ben, en fait, ce que dit Freud, je m'en sers pour soigner des gens et ça me suffit. Alors bon, ben, d'un côté, pourquoi pas? D'un autre côté, ben ouais, mais vous avez fait du mal à votre discipline. C'est que bien sûr, vous avez soigné des gens, mais d'abord, pendant longtemps, vous n'avez même pas voulu évaluer si votre soin, ça marchait ou pas. Et puis en plus, de ne pas étayer la théorie, ben, vous avez ouvert le flanc aux critiques et c'était justifié. Et du coup, vous avez décrédibilisé votre discipline. Et du coup, aujourd'hui, ben, elle a du mal à s'en remettre. Et c'est pas bien. Voilà, alors je pense que là, et donc moi, là j'en veux aux gens, aux collègues des années de la deuxième moitié du XXe siècle. Où là, il y a eu un problème, et que vous le pointez très correctement. Et j'ai envie de dire, là, ça change. Depuis le XXIe siècle, quand même, ça change, mais ça change à un moment où c'est peut-être un peu trop tard. Parce que les neurosciences sont arrivées, les sciences cognitives sont très fortes, ont le pouvoir, et il y a moins de moyens scientifiques pour réfuter la psychanalyse. Et justement, est-ce que vous pensez que
le critère de réfutabilité de Popper est vraiment pertinent ou non, parce que je me demandais pour les domaines comme la psychologie où il y a certaines notions qui sont plus probabilistes que juste oui, non, à quel point on pose la limite de cette notion est vraie ou fausse, alors que parfois la limite est floue. Oui, oui, bien sûr. Vous avez totalement raison. Cet argument est souvent utilisé, mais en fait, il n'est pas bon. Parce qu'en médecine, c'est toujours comme ça. À ce moment-là, il n'y aurait pas de recherche médicale scientifique. C'est que vous prenez quelqu'un qui a un cancer du poumon, bah, tous les cancers du poumon sont différents. Aucun traitement n'est efficace tout le temps dans le cancer du poumon, mais on ne peut pas dire qu'aucun traitement n'est efficace dans le cancer du poumon. Voilà. Tout est probabiliste en médecine. Eh bien, on peut faire une réfutabilité probabiliste. C'est statistique et c'est ce qui se passe tous les jours quand on évalue, vous savez, des médicaments, on tire au sort et en moyenne, c'est plus efficace que le placebo. Alors oui, épistémologiquement, c'est compliqué. Ça veut dire qu'un traitement soit efficace en moyenne, c'est vrai que c'est bizarre. Mais on voit quand même la médecine a progressé. Et même s'il y a des gens qui continuent à dire n'importe quoi en médecine, on l'a vu pendant le Covid, quand même, on ne dit pas que n'importe quoi. Il y a quand même la science aide la médecine à progresser, c'est incontestable. Et on pourrait faire exactement la même chose avec la psychanalyse. Il n'y a aucun problème. Oui, et puis une question que je me posais, c'était justement concernant les hypothèses locales de la psychanalyse qu'on pourrait tester, à quel point, quel nombre d'hypothèses locales il faudrait réfuter pour réfuter les hypothèses générales de la psychanalyse. Non, mais Est-ce qu'il y aurait... oui, mais l'hypothèse générale de la psychanalyse, elle est déjà prouvée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est l'éléphant dans la pièce, comme disent les Américains. Des violences, en particulier sexuelles, faites à des jeunes humains, peut changer le cours de leur vie. Voilà. Et massivement. Alors vous me direz, ah ouais, c'est évident, mais ça c'est normal. Ben ouais, personne ne le disait avant, enfin, ou très peu. Et puis en plus, là aussi, il faut déconstruire. Et vous voyez, je vais vous dire des choses choquantes. Mais c'est ça le cœur de la psychanalyse, c'est que ça dit des choses choquantes. Et donc, on ne veut pas voir que ça dit quelque chose de vrai. Alors, donc, j'y vais, et je sais que c'est sur YouTube, etc., et que ce que je dis va peut-être déranger des gens, mais je les préviens. Prenons du recul, et moi je m'en suis rendu compte en consultation, hein, d'avoir reçu des enfants qui avaient été maltraités sexuellement, donc qui avaient dû masturber leur père et qui étaient traumatisés et qui a été adolescents et après jeunes adultes et qui leur vie était foutue à cause de ça. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Quand votre père vous demande de le masturber, eh ben, ça traumatise. D'accord. Eh bien, pourquoi? En fait, on demande juste à un enfant de toucher une part du corps d'un autre humain. Pourquoi ça serait traumatisant? Vous voyez? Et ça, dès que je dis ça, tout le monde va dire, mais il dit n'importe quoi. Bien sûr que c'est traumatisant, etc. Et oui, bien sûr, c'est traumatisant. Mais pourquoi c'est traumatisant? Recevoir un coup, on comprend que c'est traumatisant. Mais une violence sexuelle telle que je la décris, pourquoi c'est traumatisant? Eh bien, c'est ça que dit la psychanalyse. C'est qu'en fait, le sexe en lui-même, même s'il n'est pas violent, peut être traumatisant. Et ça, vous voyez, tout le monde le sait. Tout le monde le sait aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que dit la psychanalyse. Et aucune autre discipline n'a dit une chose comme ça. Donc, vous voyez, quand vous dites le noyau de la psychanalyse, qu'est-ce qui reste encore à faire pour le prouver? Il est déjà prouvé, mais personne ne veut le voir. Mais est-ce que ce ne serait pas les prestiges des origines, justement, du fait qu'à l'époque, la sexualité était très taboue, pas assez abordée dans le domaine médical et que Freud l'a vraiment mise au devant de la scène. Mais est-ce que maintenant que c'est considéré comme une évidence, eh bien, la psychanalyse a encore autant à apporter qu'avant, où justement il y avait cet aspect presque provoquant dans les théories? Mais c'est toujours provoquant. C'est toujours provoquant. C'est ce qu'écrivait Colette Schilland à Homo Psychanalyticus. Au XXIe siècle, la sexualité est toujours un tabou. Voilà. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, quand j'ai dit tout à l'heure, pourquoi toucher le sexe de quelqu'un, etc., c'est traumatisant, je suis sûr qu'en disant ça, j'ai choqué des gens. Voilà. Donc, soyons encore une fois
Revenons aux choses simples, soyons lucides par rapport à ce que nous sommes. Eh bien oui, au XXIe siècle, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés que du temps de Freud par rapport à la sexualité. Et c'est normal, c'est ce que je vous disais tout à fait au début, nous refoulons, nous refoulons. Nous avons des pulsions sexuelles et si on les laissait vivre leur vie dans notre vie de tous les jours, la vie en société ne serait pas possible. Donc nous sommes obligés de les refouler et de les contenir et ça crée des difficultés et ça fait que ben, si je vous dis des choses à propos de la sexualité, ben, ça va choquer. Voilà. Et c'est en fait inévitable à moins de vivre en petites tribus dans lesquelles il y a un relâchement total des pulsions, comme le voulait Sade et quelques anarchos machins. Voilà, mais ça n'existe pas en pratique. Et justement, ça va nous faire une belle transition avec l'aspect clinique. Est-ce que cette théorie basée principalement sur l'inconscient, le refoulement, etc., a une efficacité clinique satisfaisante ou non? Oui. Et donc, je me base notamment sur le rapport de l'INSERM de 2004, qui avait testé un certain nombre d'efficacités de thérapie, et notamment les thérapies psychanalytiques. Donc, elles avaient testé les thérapies cognitivo-comportementales, qui avaient démontré des effets positifs pour 15 troubles sur 16. Les thérapies familiales qui avaient démontré des effets positifs sur 5 groupes sur 16, et les thérapies d'inspiration analytique qui avaient montré des effets positifs pour les troubles de la personnalité, donc un trouble sur 15. Et justement, ma question était, est-ce qu'il est possible de tester de manière au niveau du laboratoire l'efficacité des thérapies psychologiques? Oui, 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 c'est une grosse question. La réponse est oui, mais. Voilà, oui, mais. Là aussi, et c'est propre. Alors, là aussi, il faut tout déconstruire. En médecine, alors la psychothérapie, c'est pas forcément de la médecine. D'ailleurs, la psychanalyse, c'est pas forcément un soin. Hein. Pour pas mal de psychanalystes, la thérapie, la cure analytique n'est pas forcément un soin. Et moi, j'aurais tendance à être d'accord avec eux. La cure type, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les séries télévisées où les gens sont allongés, le psychanalyste est derrière et puis le patient associe et de temps en temps il y a une interprétation. Ça, c'est une démarche personnelle qui vise à mieux se comprendre. Et comme le disait Lacan de façon. Est-ce que les personnes qui vont voir un psychanalyste sont au courant justement du fait que la psychanalyse n'a pas pour but de les soigner nécessairement? La plupart des psychanalystes ne font pas des cures quand ils font des thérapies. Ils font des psychothérapies brèves. C'est juste la réalité. Aujourd'hui, très peu de. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est presque même un constat de notre société. C'est qu'aller 2-3 fois par semaine, 1 heure à chaque fois, payer beaucoup d'argent pour associer et parler et qu'il se passe vaguement quelque chose, mais de fort au bout de plusieurs années, aujourd'hui, c'est très difficile pour les gens parce qu'on ne vit pas dans un monde où c'est logique que ça se passe comme ça, quoi. Hein. Et je pense d'ailleurs ça fait réfléchir sur notre monde. Mais donc, il y a toujours des psychanalystes qui font des cures, oui, ça existe toujours, mais c'est rare, c'est pas une question de santé publique. Non, la plupart des psychologues, puisque ce sont beaucoup des psychologues formés à la psychanalyse, utilisent la psychanalyse comme un outil dans des thérapies en face à face, beaucoup plus brèves. Et est-ce que ces thérapies sont efficaces? Alors là, c'est là que le gros mot a été utilisé, efficace. Et là, du coup, c'est un mot qui appartient au domaine médical. Et c'est là qu'il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'efficacité en médecine, elle est statistique. Aucun traitement, ou très peu, ne sont toujours efficaces. Certains ne sont jamais efficaces, mais c'est très rare qu'un traitement soit toujours efficace. Et donc, quand on dit est-ce que la psychanalyse est efficace, ben, ça dépend. Voilà, ça dépend comment sont formés les psychanalystes, ça dépend quel patient. Alors vous allez dire, ah oui, mais dans quelle pathologie? Ben ouais, mais les pathologies, c'est du langage médical. C'est la dépression, la schizophrénie, le TOC, etc. Est-ce que forcément la psychanalyse répond à ces questions comme ça? Est-ce que la psychanalyse est faite pour traiter une dépression? Ben, c'est pas sûr. C'est pas sûr.
Moi, je dirais plutôt que quelqu'un est déprimé, donc il est triste, anédonique, il dort mal, il a des idées suicidaires. Ben, il y a des symptômes et que c'est pas forcément à la psychanalyse de régler, ces symptômes. Mais par contre, peut-être que cette personne est déprimée parce que dans sa vie, il s'est passé quelque chose et que, ben, voilà, que c'est dur à gérer et que, voilà, et donc la psychanalyse va peut-être aider cette personne à, essayer de voir pourquoi régulièrement elle se trouve dans des situations qui font que, bah, ça la conduit à pas aller bien, vous voyez? Et donc on va pas traiter la dépression, on va traiter quelque chose qui fait que je me déprime. Et donc tout Mais ça va. justement, je me demandais, comme les psychanalystes, il y en a beaucoup qui justement réadaptent beaucoup les théories psychanalytiques à la réalité et justement aux demandes de leurs patients. Mais j'ai l'impression que ça crée une forme de gouffre entre la cure analytique Oui, initiale et finalement la réadaptation actuelle. oui, Et donc, c'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'il est possible de tester les psychothérapies psychanalytiques? oui, Parce qu'il y a une telle différence que j'ai l'impression que, je vais faire une métaphore, c'est comme si on étudiait de manière rigoriste les textes religieux sans voir comment pratiquent les croyants, alors oui, qu'il y a une oui. réadaptation énorme qui est faite. Et donc, c'est comme si on essayait de prendre voilà, une sorte d'essence, mais qui n'a peut-être plus vraiment de réalité concrète, statistique. Oui et non. Oui et non, oui, vous avez raison. Alors c'est la question de la protocolisation, des psychothérapies. Donc ne pas protocoliser du tout, certains collègues, le pensent que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une formation à la psychanalyse, ça me donne un outil pour pouvoir parler avec les gens et entrer en relation avec eux pour, les accompagner dans un aller mieux. Et je me dépatouille tout seul avec ça, avec une supervision, parce que c'est capital, que l'on fasse des TCC ou de la psychanalyse, il faut être en supervision. Alors, c'est une possibilité. Je suis mitigé avec ça. Je pense quand même, et là je vous rejoins, que les patients ont le droit de savoir exactement ce que fait mon thérapeute et est-ce qu'il fait, c'est plus ou moins prouvé, et dans quel cadre c'est prouvé. Et à ce moment-là, il faut développer des soins. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, les thérapies basées sur la mentalisation, qui ont été développées par des gens qui sont des psychanalystes à l'origine, mais ce sont des thérapies, alors, cousines germaines, des thérapies psychanalytiques qui ont à voir aussi avec les sciences cognitives, de mon point de vue, hein, de relativement naïf. Et là, il y a eu des essais randomisés, c'est protocolisé, il y a des essais, des études où on tire au sort, on montre que c'est efficace, etc. Vous voyez? Donc ça répond à votre attente d'avoir des thérapies d'inspiration vaguement psychanalytique, mais qui sont beaucoup plus carrées. Alors, est-ce qu'il faut que des thérapies comme ça, carrées? Moi, je pense pas. Vous voyez, je pense que ça dépend à qui la thérapie s'adresse. Si vous avez un patient qui a un état limite ou donc a une pathologie psychiatrique qui le dérange, etc., c'est vrai que c'est qu'il y a un risque suicidaire, etc. C'est des gens qui ont des problèmes de santé graves. Je vous rejoins. Moi, j'ai envie, en tant que soignant, de proposer à ces patients des thérapies qui sont un peu cadrées, un peu protocolisées, justement pour qu'il y ait des études qui puissent montrer que chez ces patients-là, ça va leur faire du bien assez rapidement, parce qu'il y a urgence. Mais après, est-ce que ça doit être tout le temps comme ça? Est-ce que ben, vous avez 40 ans, vous êtes fait licencier, vous avez divorcé, vous vous rendez compte que votre vie, ben, elle est compliquée, vous êtes malheureux pour ça, subdépressif, et vous voulez vous reconstruire ou vous déconstruire pour avancer. Est-ce qu'il faut aller voir quelqu'un qui va faire un truc complètement carré ou est-ce que vous voulez parler à quelqu'un qui est équipé pour vous écouter, pour vous accompagner dans cette réflexion sur votre vie? Vous voyez? Donc, quand on dit est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace, eh ben, ça dépend du contexte, ça dépend de la gravité des situations et de la demande du patient. Mais l'efficacité justement purement théorique,
Si on veut essayer de l'extraire, on est obligé de la délier des qualités intrinsèques du psychologue. Ah, Mais c'est ça qui me semble extrêmement difficile parce que j'ai l'impression qu'on délie comme oui. 2 œufs dans une omelette qui serait impossible à délier Eh techniquement. ben oui, mais en fait, prenez les chirurgiens. Eh, c'est pareil. Vous croyez que l'efficacité d'une intervention chirurgicale, elle est indépendante des mains et du cerveau de celui qui tient le bistouri? Ah oui, non, mais c'est une réflexion générale, hein, c'est pas Eh juste ben oui, concernant la eh ben oui, mais psychanalyse. et pourtant, ça dérange personne de dire que telle intervention par cœlioscopie, elle est plus efficace que telle opération à ventre ouvert, qu'on fait des études statistiques, etc. Mais quand même, en psychologie, l'impact euh, des qualités intrinsèques de la personne ont l'air d'être davantage présentes, même dans, par exemple, le paradoxe de Dodo-Birds Oui, paradoxe, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, bien sûr. mais le fait qu'ils disent que la plupart des psychothérapies se valent parce que ce qui compte, c'est surtout l'aspect Non, chaleureux, les qualités oui. du psychologue. Alors oui et non, là aussi. Et encore, moi, je reviens au chirurgien, je vous garantis que la variable chirurgienne, elle est super importante, et tout le monde le sait, hein. Si vous vous faites opérer du rachis, vous n'allez pas vous faire opérer par n'importe qui, hein. Et donc c'est pareil, quand vous allez voir un thérapeute, vous n'allez pas voir n'importe qui. Alors, que disent les données? Elles disent, alors oui, vous avez raison, aujourd'hui on a des études où on étudie la variable psychothérapeute et la variable psychothérapie, et oui, la variable psychothérapeute joue énormément, bien sûr. Alors, néanmoins, quand on regarde dans le détail, il y a quand même des techniques. Il y a quand même, par exemple, l'exposition dans le cadre de l'anxiété. On démontre que l'exposition est une technique efficace, indépendamment euh, de l'aptitude du thérapeute. Mais ce que l'on dit moins souvent, alors vous voyez, si je dis exposition, j'utilise un mot du jargon des thérapies cognitivo-comportementales. Et donc on va dire, ben donc, les TCC, c'est bien pour l'anxiété. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'en fait, pas mal de thérapeutes de formation psychanalytique qui font des thérapies dans face à face, des thérapies brèves, utilisent en fait des techniques d'exposition, mais à leur façon. Vous voyez? Alors, et c'est là que je vous rejoins. Oui, tout est mélangé, effectivement. Tout est mélangé, mais c'est pas pour autant que tout est n'importe quoi. Hmm. Et donc, par exemple, quelle importance donner à ce type d'études de l'INSERM? Alors, l'étude de l'INSERM, elle est datée, elle est plus à la page. C'est plus comme ça qu'on pense l'efficacité des thérapies. Euh, donc, l'étude de l'INSERM, ça a été un premier pas qui a été, je dirais, brutal, excessif, mais qui a fait bouger les lignes, qui a fait réagir les gens. Et vous vous souvenez d'ailleurs qu'à l'époque, le ministre de la Santé avait mis à l'écart le rapport, hein. C'est quand même pas rien, hein, politiquement, hein. Euh, à tort et à raison, parce que le rapport était excessif, mais à tort parce que c'était l'INSERM qui l'avait fait, et ben, voilà, on doit accepter une conclusion en pointant ses limites. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses ont progressé. Il y a eu des méta-analyses d'essais randomisés de thérapie psychanalytique dans les troubles mentaux complexes qui ont montré que c'était efficace et grosso modo plus efficace que les contrôles. Il y a eu les études où on a évalué l'efficacité, enfin l'importance du thérapeute et des thérapies. Il y a eu des études qui ont montré que, en fait, vraisemblablement que l'essai randomisé n'est pas l'outil le plus adapté pour évaluer des psychothérapies en général. Parce que, si vous voulez, l'essai randomisé, c'est bien quand on a un soin industriel. Et les médicaments, c'est des soins industriels. Toutes les pilules qui contiennent 20 mg de fluoxétine sont les mêmes. Donc, si on tire au sort, ben, dans le groupe A et dans le groupe B, chacun a le même médicament. Alors qu'avec les psychothérapies ou avec la chirurgie, ça ne va pas être la même chose. Et donc, les essais avec le tirage au sort, c'est intéressant, mais il y a beaucoup plus de limites qu'avec le médicament. Et donc, des études de cas, des études de cohorte. Maintenant, on sait qu'il y a étudié le processus. Qu'est-ce qui se passe au moment où le patient va mieux? Qu'est-ce qui s'est passé dans la thérapie? Et c'est ça qui permet de comprendre en quoi les thérapies sont efficaces.
et pas de dire que telle thérapie est plus efficace que telle autre thérapie. Donc aujourd'hui, on a vraiment abordé avec beaucoup plus de lucidité toute la complexité de l'efficacité des psychothérapies. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un certain nombre de variables comme la personnalité du patient, le fait qu'il y croit aussi tout simplement? Oui, et oui, oui, bien sûr, tout ça joue. Tout ça joue. Mais je dirais que un problème important, c'est qu'on n'a pas vu que ça jouait en médecine en général. Tout ce que vous venez de dire, les croyances dans l'efficacité, etc. Ben, vous savez, hein, un médicament contre la tension artérielle, eh ben, il ne va pas avoir la même efficacité en fonction de la personnalité du patient, de ses attentes par rapport au traitement, du fait qu'il va le prendre ou pas, etc., etc. On a trop oublié que la médecine, c'est compliqué et que la question de l'efficacité d'un soin en médecine, c'est très compliqué. Eh bien, avec les psychothérapies, c'est au moins aussi compliqué. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tout balancer en disant, comme c'est compliqué, on fait rien, on fait ce qu'on veut. Non. Il faut quand même faire des études parce que ça permet d'y voir un peu plus clair. Mais il ne faut pas non plus après être scientiste et dire, ah ben oui, ben alors, ça s'est prouvé, ça s'est pas prouvé. Ben non, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, je crois que la littérature scientifique apporte des éléments pour que l'on puisse, avec un minimum de sérénité, de parler de cette complexité. Et donc, vous pensez que dans l'idéal, ce serait de réadapter les cures psychanalytiques à des nouveaux enjeux ou à des nouvelles méthodes, ou de les abandonner? Non, non, moi je pense que, et ça pour moi c'est une évidence, le corpus de connaissances psychanalytiques aide, alors moi en tant que psychiatre, m'aide à mieux comprendre ce qui se passe avec les familles et avec les patients, et ça m'aide à mieux gérer les situations. Voilà, pour moi c'est comme 2 et 2 font 4, c'est une évidence. Alors après, mais vous voyez, ça c'est différent de l'efficacité des thérapies. Mais je dirais de la même façon que certains travaux des sciences cognitives m'aident de la même façon. Les travaux de sciences cognitives sur l'autisme, par exemple, quand les sciences cognitives disent qu'un enfant autiste regarde préférentiellement l'alliance qui brille ou un collier plutôt que mes yeux, eh ben moi, ça m'aide à réaliser quelle est sa vie interne par rapport à la vie interne d'un enfant qui ne serait pas autiste. Alors après, vous avez comment utiliser ce savoir pour soigner avec la parole, ce que fait une psychothérapie. Il y a un pas en plus à faire, je vous l'accorde. Donc un peu protocolisé, mais c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Hein, c'est un peu le cas. Et mieux formé, là aussi, je crois qu'il y a des progrès à faire dans la formation des thérapeutes psychanalystes, puisque vous savez qu'ils ne sont pas tous formés de la même façon, qu'il y a plein d'écoles de psychanalyse, qu'il y en a qui sont extrêmement exigeantes, qu'il y en a qui le sont beaucoup moins, et que ça, les patients qui vont voir les thérapeutes psychanalystes, ils ne sont pas au courant. Et c'est vrai que c'est un peu moins vrai pour les thérapies cognitivo-comportementales où les formations sont peut-être plus homogènes. Donc vous voyez, mais ça c'est très concret, ce n'est pas une question de remettre en cause la théorie que l'on peut faire avec de la science, hein, et ça a à voir avec tout ce qu'on disait avant. Mais je pense qu'il y a des choses très concrètes si on veut faire avancer la psychanalyse, améliorer les formations, les rendre plus homogènes, et puis un peu préciser finalement qu'est-ce qui se passe dans des thérapies brèves pour que tout le monde soit un peu au courant, en particulier les patients qui vont voir les thérapeutes. Oui, et puis aussi, je pense à arrêter de caricaturer dans les facultés, parce que pour ma part, je suis dans une université qui est très orthodoxe freudienne. Et il y a une énorme caricature qui est faite des TCC, de tous les autres types de thérapies, comme si c'était des thérapies inhumaines qui n'étaient pas centrées sur la psyché, mais plus sur juste les comportements. Donc je trouvais ça dommage parce que après ça crée aussi des sortes de tensions entre les paradigmes qui n'ont pas toujours lieu d'être lorsque tout le monde travaille dans un même hôpital, par exemple. Oui, mais le contraire est vrai. Il y a plein de psychologues cognitivistes qui disent beaucoup de mal de la psychanalyse par excès. Et si vous voulez, et les deux se comprennent, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que
Les théories sont des mécanismes de défense pour les psychologues. C'est-à-dire, comme on n'arrive pas à tout comprendre dans le fonctionnement du psychisme humain, ben c'est déstabilisant pour un psychologue, en particulier s'il est thérapeute. Parce qu'il se dit qu'il y a quelque chose qui lui échappe dans sa rencontre avec ses patients. Et donc, du coup, eh ben, il y a un mécanisme de défense qui va être de dire, ben, en fait, si ma théorie, elle explique tout. Voilà. Et donc, la théorie des autres, elle est mauvaise. Parce que la mienne, elle explique tout. Et si je me dis que ma théorie explique tout, ben, je me sens plus à l'aise avec mes patients. Un peu à tort. Voilà. Et ça, alors, non seulement c'est un peu à tort avec les patients, mais c'est beaucoup à tort avec les collègues. Et ça détruit un peu la discipline. Et effectivement, votre discipline, la psychologie, elle est prise en proie à ces tensions entre les théories et ça lui fait du mal. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à Non, rajouter. non, merci à vous. Eh bien, merci pour votre intervention et je pense qu'on aura été assez nuancé et loin de la caricature qu'on peut souvent voir sur la psychanalyse. Et donc, c'est la fin de la vidéo.